Bonjour et puis merci beaucoup pour l'invitation. Je suis vraiment très heureuse d'être ici aujourd'hui. Donc moi je vais effectivement vous parler des recherches que j'ai faites sur les mobilités tziganes et pour faire un petit peu écho à ce qu'on a pu dire ce matin, les familles sur lesquelles j'ai travaillé sont un peu des héros du transnational. Je mets beaucoup de guillemets à héros, mais dans le sens où ce sont des groupes qui ont développé une circulation assez remarquable par l'ampleur de leurs déplacements. Donc je situe juste chronologiquement. Je parle de fin 19e, début 20e, jusqu'aux années 50. Donc ils ont une circulation remarquable par son étendue, dans le sens où dès la fin du 19e siècle, on les retrouve partant d'Europe, en Asie, en Amérique, dans toutes les Amériques, en Afrique aussi, même si c'est quelque chose qui est moins étudié et moins connu, mais il y a des traces de leur présence, par exemple en Afrique du Sud ou au Maghreb, mais c'est très parcellaire du fait qu'on a peu de recherches. Mais donc, ils ont une circulation assez incroyable. Et c'est ce qui m'a intriguée et ce qui m'a attirée aussi vers ce sujet-là particulier, c'est-à-dire des familles tziganes qui quittent l'Europe à la fin du 19e siècle et s'embarquent pour tous les continents. C'était aussi pour moi une façon de partir à rebours de la majorité des études qui concernaient les tziganes, et là en Europe, puisque c'est aussi un champ d'études qui est très centré sur la question européenne, alors qu'il y a quand même aussi beaucoup de groupes tziganes à travers le monde. Et quand j'utilise tzigane, c'est un terme assez générique qui désigne des populations très très différentes, mais peut-être que au moment des questions, je pourrais y revenir si certains veulent que je précise ce terme. Là, juste, voilà, je l'utilise un peu largement pour désigner des groupes différents, mais qu'on identifie de l'extérieur comme tziganes et qui se reconnaissent comme tels, quels que soient les termes utilisés. Donc je partais aussi à rebours des études sur les tziganes européens qui se concentraient vraiment sur les questions de répression, de surveillance et du contrôle de la mobilité. Et donc dans l'idée d'études transnationales et de quelle est la place de le rôle de l'État, la question des contraintes et des obstacles, les études sur les tziganes européens se centraient vraiment sur ces obstacles-là, justement, sur le contrôle, la surveillance, la répression, puisque fin 19e, début 20e siècle, dans quasiment tous les pays européens, on voit l'apparition de ce qu'on appelle des politiques tziganes, c'est-à-dire des mesures assez diverses en fonction des pays, mais qui ont comme point commun de vouloir surveiller, contrôler ces groupes tziganes et notamment leur mobilité. Avec aussi l'idée d'une sorte de transnationalisme fantasmé, c'est-à-dire qu'on considère tous ces groupes tziganes comme des êtres mobiles par excellence qui ne font que passer les frontières et repasser les frontières. Donc des représentations collectives vraiment très fortes, qui infusent aussi évidemment les discours politiques sur la mobilité et une mobilité tzigane transnationale. Et quand on voit par exemple en France la loi de 1912 qui a pour objectif de surveiller ces populations en créant notamment des papiers d'identité spécifiques, le carnet anthropométrique, en particulier que ces familles doivent faire viser à chaque fois qu'elles rentrent sur le territoire d'une commune, on voit dans les discours qui préparent la loi que tout le monde est persuadé qu'on va contrôler une population qui ne fait que traverser les frontières européennes, passer d'un pays à l'autre, etc. Quand on étudie ces documents, qu'on trouve aujourd'hui dans les dépôts d'archives départementales, on voit qu'en fait, ce sont des familles qui avaient une circulation très, très locale, très limitée, et qui étaient circonscrites à une petite région. Donc, ayant un peu travaillé sur cette question-là, sur la France, j'étais assez intriguée par ces familles qui déployaient à l'échelle du monde une circulation qu'on peut qualifier de remarquable. Alors ces groupes-là, c'est une minorité parmi tous les groupes tziganes qu'on peut trouver à travers le monde, ce que les contemporains appellent une aristocratie, parce que ce sont aussi des familles très riches, et il faut pouvoir voyager à travers le monde, très riches en particulier grâce à des métiers qui sont très lucratifs. C'est des familles qui travaillent les métaux, qui sont donc des chaudronniers, qui font aussi du commerce de chevaux et qui sont aussi spécialisés dans le divertissement, qui généralement combinent 2 ou 3 de ces activités. Et ce qu'on observe, c'est que ces quelques familles partent dans le dernier tiers du 19e siècle, pour la plupart. Et il y a peut-être 2 schémas. Une partie des familles qui avaient déjà une circulation en Europe très importante, qui d'abord en Europe centrale et orientale et qui ensuite commence à apparaître dans les années 1860 en Europe de l'Ouest. Il y a beaucoup de témoignages de l'époque qui signalent ces arrivées de ces bandes qui paraissent très exotiques en France, en Suisse, en Belgique, etc. Donc il y a une partie des familles qui a déjà une circulation importante et qui finalement transpose en fait ces pratiques de circulation et ces représentations aussi à l'échelle du monde, mais aussi, et c'est quelque chose qui est moins étudié, qui reste parfois un peu dans l'ombre, mais des familles qui en fait
fin 19e, semble faire un apprentissage de la circulation transnationale dans un contexte d'accélération des migrations européennes dans le monde. Et notamment, j'ai travaillé sur un quartier du Queens à New York, Maspeth, qui... Donc, grâce au recensement américain, on peut voir la composition de ce quartier qui a fini par être détruit en 1939-40. Et on voit que beaucoup de familles venaient de villes qui aujourd'hui sont en Roumanie et en Serbie, pour vous situer, et des familles qui étaient sédentaires, en fait. Puisque aussi, quand on focalise le regard sur les familles tziganes et sur leur mobilité, on oublie qu'une très grande partie du monde tzigane est sédentaire. Donc c'est une question qui est encore ouverte en fait sur dans quelle mesure certaines familles se contentent de décliner à l'échelle mondiale une circulation qu'elles avaient déjà en Europe et dans quelle mesure certaines vont aussi faire un apprentissage un peu accéléré de ce savoir circuler. Au-delà de cette vision d'ensemble d'une circulation transnationale, parmi toutes les familles qui voyagent à travers le monde à cette époque-là, on voit qu'il y a une grande diversité de trajectoires. C'est une des choses sur lesquelles j'ai travaillé, c'est-à-dire qu'en reconstituant les parcours et les trajectoires des familles. On voit en fait des façons d'articuler la mobilité et les ancrages locaux des façons très différentes, très diverses pour certaines familles, mais aussi on voit des temporalités dans ces articulations qui sont diverses, puisque parfois quand on étudie sur plusieurs générations, on peut observer des glissements, des changements, avec le maintien de certains points d'ancrage très forts et d'autres qui disparaissent. Donc il y a des familles qui s'installent durablement dans des villes, à New York ou Chicago par exemple, mais aussi Buenos Aires, on pourrait multiplier les exemples. Il y en a qui ont des lieux comme ça d'installation importants, mais qui continuent à maintenir une circulation un petit peu saisonnière, et d'autres qui pratiquent, en tout cas jusque dans les années 50-60, une remise en mouvement permanente, en naviguant entre des points d'ancrage assez solides, mais qui voyagent vraiment en permanence, en reliant des continents, notamment une famille sur laquelle j'ai travaillé qui est originaire de Belgrade et qui circule entre les États-Unis, le Mexique, où elle est durablement implantée jusqu'à aujourd'hui, l'Argentine et l'Afrique du Sud, entre autres. Il y a d'autres pays, mais pour citer les plus importants. Donc on voit des grandes diversités de trajectoires aussi, derrière une vision qui pourrait être au premier abord un peu uniforme. Et finalement, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on est vraiment face à une circulation transnationale remarquable, dans le sens où c'est vrai qu'ils ont l'air, à première vue, de pouvoir voyager, franchir les frontières assez facilement. En étudiant les dossiers d'immigration des ports américains, on voit qu'il y a quand même très très peu de cas de déportation et que la plupart, finalement, parviennent à entrer aux États-Unis. Donc les frontières ont été pour moi un lieu privilégié en fait pour observer la façon dont ces familles déploient une forme de transnationale et aussi quelles sont les contraintes, les frictions, tout ce dont on a pu parler ce matin. Et c'est vrai que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer quand on regarde leur trajectoire, si on se focalise sur la question des frontières, il y a quand même beaucoup de situations où on observe des arrestations, notamment la frontière entre les États-Unis et le Mexique. C'est une frontière qui progressivement, à partir de 1917-18, va être beaucoup plus difficile à traverser, pas que pour eux, mais pour eux aussi, qui vont faire l'objet d'une suspicion particulière, notamment le FBI et son ancêtre va se concentrer beaucoup sur les familles tziganes parce qu'on les soupçonne de plein de choses, notamment parmi tous les stéréotypes, la question du vol d'enfants. Donc quand il y a un enlèvement, il y a l'affaire du petit Jimmy Glass, mais plein d'autres. On surveille particulièrement les familles qui traversent la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Et beaucoup de familles se retrouvent bloquées. Et ce qui est intéressant, donc dans les dossiers qu'on peut étudier sur ces questions-là, c'est qu'on voit aussi, en reconstituant les trajectoires sur des périodes assez longues et en ayant des dossiers de familles à la frontière à des périodes différentes, des mêmes familles, on observe aussi comment est-ce que s'apprend le fait de passer la frontière, comment les réglementations et l'évolution des réglementations, parce qu'en 1918, c'est ça aussi, c'est une fermeture de la frontière américaine, des États-Unis. Et on observe un petit peu les changements. Par exemple, une famille qui en 1918 est
partie au Mexique et qui essaie de... Enfin, elle est partie en 1917, qui veut re-rentrer. Et là, on lui demande des passeports qu'elle n'a pas, alors qu'ils sont nés aux États-Unis, mais ils ne sont pas faits de passeports. Et quand on voit les entretiens avec les agents d'immigration, ils se présentent comme gypsies, ils expliquent qu'ils parlent romanesque, etc. Ça ne va pas fonctionner très bien auprès des agents de l'immigration. Et les fois suivantes, on voit qu'ils ont vraiment à cœur de se présenter comme américains, nés en Virginie occidentale. Et donc on peut voir au fil des dossiers, en fait, comment ça prend le passage de la frontière, son franchissement. La frontière, c'est aussi un espace donc d'apprentissage pour pour les migrants et aussi pour l'administration. Et les entretiens des agents de l'immigration, des inspecteurs américains avec les migrants tziganes montrent aussi comment est-ce que la définition de ce qu'est un migrant tzigane se fait vraiment dans le face-à-face des familles avec les agents qui n'ont pas grand-chose à leur disposition, mis à part un ensemble de représentations et d'images sur ce que sont les tziganes. Et en fait, on voit comment est-ce que petit à petit, une définition, une grille de lecture en fait se dessine au contact de ces familles, que finalement les agents d'immigration vont repérer au travers de 3 critères. L'apparence d'abord, et je vais peut-être, si j'ai le temps, revenir un peu là-dessus. L'apparence vestimentaire, notamment les vêtements des femmes qui sont particulièrement visibles, les bijoux, etc., les pièces d'or dont on parlait, mais aussi en fonction d'un certain mode de vie qui est celui de la mobilité. Et là, il y a des échanges interminables où les agents demandent où étiez-vous avant d'arriver ici, et puis encore avant, et encore avant, et encore avant. Et donc, c'est des chapelets de noms de villes, de pays qui peuvent parfois prendre plusieurs pages. Donc, c'est une forte mobilité. Et puis, on leur demande des détails aussi, s'ils font la cuisine à l'extérieur ou à l'intérieur, des choses sur leur mode de vie liées à l'image d'un mode de vie mobile. Et puis enfin les métiers aussi, et ce fameux triptyque chaudronnier, marchand de chevaux et artiste qui sert aux agents de l'immigration à repérer en fait ces familles. Ce qui fait aussi que beaucoup de familles passent inaperçues, puisque ce qu'on voit à la frontière, c'est que progressivement, les familles développent des stratégies de présentation de soi qui visent à être soit extrêmement visibles, soit à être invisibles. Pourquoi être extrêmement visible? Parce qu'en fait, même si la catégorie, l'étiquette gypsy est considérée comme une catégorie de migrants indésirables, il n'y a pas de loi particulière aux États-Unis qui interdit leur entrée. Et petit à petit, les familles le comprennent. Et même si elles sont refusées dans un premier temps par les inspecteurs, elles peuvent faire appel et et elles gagnent toujours leurs appels. En tout cas, il n'y a pas d'exemple où elles ne l'auraient pas à gagner. Donc une fois qu'elles comprennent ça, on voit des stratégies se mettre en place de mise en visibilité, par exemple des hommes qui changent les boutons de leur veste pour mettre d'énormes boutons gros comme des œufs, selon les agents de l'immigration, en or ou en argent sur leur veste, les femmes qui mettent leur collier de pièces d'or en avant, etc., parce que on va être très visible, on va être identifié comme gypsy. Peut-être que ça prendra un peu de temps parce qu'on va nous arrêter provisoirement, il y aura une enquête, mais au final, on pourra rentrer. Inversement, il y a aussi parfois des stratégies d'invisibilité. Et par exemple, en 1914, une famille comme ça arrive à Philadelphie, ils ont sorti les boutons, les colliers de pièces d'or, etc. Et ils arrivent à rentrer aux États-Unis, mais ça prend une quinzaine de jours, c'est extrêmement long. Et une famille qui est apparentée à eux arrive quelques mois plus tard, et là, ils sont habillés comme tout le monde. Et les agents parviennent à faire le lien familial entre les deux groupes, et ils leur demandent pourquoi ils se sont habillés comme ça. Et au fil des réponses, on comprend qu'ils ont échangé avec les autres et que les autres leur ont dit « on est rentrés, mais c'était un peu compliqué ». Et donc, voilà. Donc, dans ces entretiens-là, c'est ce jeu de questions-réponses. On peut déceler comme ça la façon dont s'appréhendent progressivement les codes en fait d'une circulation transnationale, la façon dont ils évoluent aussi. Ces familles-là, elles viennent d'Europe où il y a une façon de les considérer, où il y a des catégories qui sont très différentes de celles qui sont aux États-Unis. Et ce qu'on disait au début, c'est qu'effectivement, quand ils arrivent fin 19e, début 20e siècle, la réglementation en matière d'immigration aux États-Unis, mais c'est le cas aussi au Canada ou au Mexique, pour citer juste ces 3 pays, mais elle est en train de se mettre en place. Donc, ils parviennent à trouver des failles, tandis qu'en Europe, ils étaient habitués à des catégories beaucoup plus rigides, puisque la catégorie de tzigane était déjà
assez bien élaboré, et surtout le contrôle et la surveillance de ces populations-là étaient plutôt développés dans la plupart des pays, ce qui n'était pas le cas en Amérique du Nord. Et en même temps, ils représentent un nombre tellement peu important que ce n'était pas forcément un souci non plus majeur de la part des gouvernements, même si, à nouveau, ils sont considérés comme indésirables, et donc on essaie par tous les moyens de les refouler, mais généralement, ça échoue. Je ne sais pas s'il me reste beaucoup de temps. Pas beaucoup. Alors, pour terminer, peut-être je veux peut-être revenir oui, sur ces questions de présentation de soi, une précision que j'aimerais faire. La façon de se présenter, de se mettre en avant, donc pour les femmes d'avoir ces tenues extrêmement colorées, ces colliers de pièces d'or, etc., ça fait partie de stratégies, effectivement, de visibilité à la frontière ou d'invisibilité. C'est aussi, parce que je voudrais pas que vous pensiez que je dis que c'est uniquement des déguisements qu'ils mettaient pour paraître tziganes, pas du tout. C'est aussi des façons d'être, et c'est pas uniquement à intégrer dans des stratégies, c'est des façons d'être au monde, notamment la question des pièces d'or. C'est en fait aussi un élément important de l'économie de la circulation transnationale, puisque ces familles, dès qu'elles gagnent de l'argent, le convertissent immédiatement en pièces d'or. Ces pièces sont pour la plupart percées et mises ensuite autour du cou des femmes pour des colliers ou dans les cheveux, dans des tresses, etc. Les échanges de pièces d'or se font beaucoup au moment des mariages. Je ne vais pas développer particulièrement sur ce point, mais voilà, c'est une des modalités de ces échanges. Et en fait, c'est surtout pour eux. Et il y a une famille qui l'explique très bien, puisqu'un inspecteur américain dit, mais de toute façon, dans son argumentaire pour les exclure, dit ils n'arriveront jamais à vivre aux États-Unis, à s'habituer aux coutumes américaines, parce qu'ils ne font pas confiance aux banques. Et donc, ils n'ont rien compris. Et l'homme, un des hommes de la famille, explique, mais en fait, non, nous, on voyage, les billets, d'abord, bon, là, et c'est drôle aussi, c'est une autre dimension, mais il y a aussi une dimension de l'humour présente dans ces entretiens qui est intéressante à explorer aussi. Mais il lui dit, vos billets, si on les mouille, ça vaut plus rien, c'est du papier, en fait. Tandis que l'or, il n'y a pas de risque de le mouiller. Et surtout, c'est valable où qu'on aille, en fait. Donc, c'est aussi, c'est pas l'idée du tout, comme ça a pu être présenté par leurs contemporains, d'une sorte de thésaurisation archaïque, de tout transformer en or. C'est surtout une façon assez efficace de pouvoir circuler avec un capital financier toujours valable où qu'on aille. Et ces familles développent comme ça, en plus de cette donc cette circulation de l'or, puisque les mariages se concluent. C'est beaucoup au moment des mariages que ces pièces sont échangées et ils se concluent à travers le monde. La famille dont je parlais, qui va en Afrique du Sud, ils se rendent depuis les États-Unis en Europe à plusieurs reprises pour conclure des mariages. C'est aussi une façon de réactiver des réseaux familiaux transnationaux sur lesquels ensuite on peut s'appuyer dans la migration. Et un autre élément, ce sera peut-être le dernier que je vais évoquer, c'est que ces réseaux familiaux, plus largement sociaux, d'appartenance en fait à travers le monde, leur permettent aussi d'être des supports de la circulation de l'information, qui est cruciale évidemment. Et donc là, c'est aussi extrêmement intéressant d'analyser la circulation des lettres, des télégrammes, l'envoi de messagers, parce qu'ils peuvent parfois envoyer un messager, par exemple du Brésil jusqu'à Liverpool, pour donner des nouvelles, mais surtout recueillir des informations. Et il y a parfois des systèmes assez développés qui sont mis en place, comme des sortes de postes tziganes en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils font appel à un tiers. Donc ça peut être un membre de la société érudite de la Gypsy Law Society, par exemple. Ça peut être un couple de pharmaciens de l'Arkansas qui vont servir de poste, c'est-à-dire que toutes les lettres de plusieurs familles qui sont en lien entre elles sont envoyées dans ces endroits-là. Et ensuite, ces gens, que ce soit les pharmaciens ou le secrétaire général de la société savante, connaissent un petit peu l'endroit de où est chaque famille et redistribuent les lettres. Donc c'est des systèmes assez perfectionnés aussi de concentration et circulation de l'information, qui leur permet aussi de connaître en fait un petit peu les opportunités économiques des lieux. C'est quelque chose qui les intéresse énormément, puisque la circulation est adossée à une économie particulière liée au métier qu'ils pratiquent, mais aussi connaître évidemment les endroits où le passage de la frontière est moins facile et celui où c'est un peu plus évident.
Pour finir, peut-être, tout ce que je viens de dire sur leur facilité à franchir les frontières ne doit pas masquer qu'il y a plein d'erreurs, de tâtonnements, d'impasses. Et peut-être que la petite histoire que je vais vous raconter pour finir, donc le secrétaire général de cette société savante à Liverpool, dans les années 1910, reçoit des grands groupes de chaudronniers originaires de l'Empire austro-hongrois. Et ils discutent, ils sont invités sous leur tente pour boire du thé, etc. Et puis tout d'un coup, il y a un des hommes qui sort une carte, et c'est une carte du monde. Selon la projection Mercator, donc le Groenland est énorme. Et l'homme regarde la carte et dit, mais là, on n'y est jamais allé. Et puis il voit les noms de glaciers et il dit, bah, c'est des villes, et il y a sûrement plein de clients. Et donc, le secrétaire de la Gypsy Lore Society explique qu'on a eu beaucoup de mal à lui expliquer que c'était pas une très bonne idée d'aller se promener au Groenland et qu'il y aurait sûrement pas grand-chose pour eux. Et cette petite anecdote, elle est révélatrice aussi de la force des représentations qui leur fait apparaître le monde comme un champ des possibles, notamment pour déployer leur activité économique, et qui parfois est tout à fait réussie, et puis parfois aussi qui est faite d'erreurs et de représentations un peu erronées. Merci beaucoup. On va continuer tout de suite avec